Salut tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode du Phileas Podcast. Je suis Sylvie, je suis expatriée à York dans le nord-est de l'Angleterre et j'aime le tricot et j'aime la couture et j'aime les loisirs créatifs textiles en général et en plus de vous faire partager mes créations en général, j'ai bien envie de vous faire partager la culture tricot et laine anglo-saxonne, surtout britannique. Et donc ça c'est un peu le gros du podcast. Et de temps à autre, j'aime aussi les voyages, donc je vous emmène de temps à autre avec moi sur la route. Autant l'épisode numéro 3, c'était vraiment... on est vraiment allé partout, hein, on va dire. On a bougé beaucoup. Autant là, moins, c'est les vacances. Je suis rentrée en France pour une petite semaine, passée chez ma mère, un peu chez mon père aussi. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais voilà, il y a quelques images, mais c'était du temps pour la famille et pas tant que ça pour vadrouiller à droite à gauche et explorer. Et puis en plus, canicule oblige, juste pas envie quoi. Donc voilà, donc c'est un peu plus tranquille dans le confort de ma pièce où je couds et je mets ma laine et accessoirement où les gens dorment quand ils me rendent visite. C'est la chambre d'amis donc. Déjà pour commencer, je voudrais vous dire à tous un énorme merci, à tous et à toutes, un énorme merci de me suivre et d'être là, à me regarder encore pour ce nouvel épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à venir et à me laisser des commentaires et à me dire par un petit pouce en l'air ou par commentaire que vous appréciez mon podcast. Ça me fait un chaud au cœur incroyable. Je vous adore, voilà. Et surtout récemment, là en épisode 4, après l'épisode 3, Olivier de Au Qu'il Tricote m'a donné un petit coup de boost en me faisant mon podcast, son coup de cœur de son dernier épisode de podcast à lui, que d'ailleurs j'aime beaucoup. Hein. Merci Olivier. Et donc voilà, donc super quoi, je ne trouve pas de mots vraiment pour vous dire à quel point ça me fait plaisir que mon aventure podcast vous plaise tant et que vous embarquez avec moi dans ces aventures et tout ça, donc c'est génial. Donc n'hésitez pas donc à laisser des commentaires, je les lis tous, je les aime bien, des fois j'y réponds s'il y a besoin. Mettez-moi des pouces en l'air, abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater un épisode. Donc voilà. J'ai mon petit cœur qui bat la chamade. Donc voilà, donc aussi, donc où me trouver à part sur cette chaîne YouTube, j'ai je suis surtout active sur Instagram, vous pourrez me trouver sous le pseudo Sylvie_Phileas Yarns, un peu sur Facebook avec Phileas Yarns et j'ai un compte Twitter mais franchement je l'ai pas, j'ai rien mis depuis la Saint-Glinglin quoi. C'est pas mon truc Twitter, mais bon, c'est là si vous voulez. Et aussi sur Ravelry, bien sûr. Et oui, mesdames et messieurs, là, j'ai mis un nouveau projet sur ma page Ravelry, ma page projet. Ouais. Je vous mets les liens pour tous ces réseaux sociaux dans la boîte de description juste en dessous. Et aussi le lien pour ma boutique Etsy. Je teins de la laine à la main, des couleurs inspirées par mes voyages. Et voilà. Et donc que je vends sur Etsy et dans des événements laineux. Donc je vous mets le lien là. La marque c'est Phileas Yarns, d'où le podcast qui s'appelle Phileas Podcast. On n'est pas allé chercher bien loin.
Donc voilà, bon bref, tout ça c'est dans la boîte en dessous. Tout ce que je vais faire référence à durant ce podcast, les patrons, les laines, les machins, trucs bidules, aussi vont être, vont avoir des liens en dessous. Et aussi un petit sommaire au cas où vous avez envie de... Voilà, de vous y retrouver ou de faire des pauses ou de... Ou il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez passer. Donc voilà. Et bien on va commencer. Donc un épisode un peu plus classique. On va commencer par le tricot et les projets finis. Pour commencer avec les projets finis, je voudrais accueillir un invité spécial. Eh bien bonjour Winston, mais quel plaisir de t'avoir ici avec nous. Alors dis-moi Winston, qui es-tu, d'où sors-tu, raconte-moi un peu tes origines. Ah ben c'est super ça Winston. Et dis-moi, ta fourrure, ton pull, c'est tout joli ça. Quelle laine utilise-t-on pour te tricoter? Alors moi Winston, je suis un peu fan de ta crinière. Alors excuse-moi, je te mets un peu plus proche de la caméra. Voilà. Dis-nous un petit peu comment crée-t-on cette crinière? Waouh, c'est génial ça. Et dis-moi un peu, tes petits yeux coquins et ton petit museau joli, ça c'est comment? Ben ouais, je suis d'accord, hein, les yeux brodés, moi je trouve ça te va pas mal du tout. Mais dis-moi, t'as l'air un peu, t'as un peu la tête de travers un peu, hein, Winston, t'es un peu, hein? Bon, ça te donne un air coquin, mais je me serais pas un peu trompée en te tricotant un peu dans les rangs raccourcis, peut-être? Et sinon, le reste de toi, c'est comment? Tu es tricoté en pièces ou toi aussi, c'est tout d'un coup, tout d'une seule pièce? Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus sur ton joli pull là? Hein? Ça te va bien en tout cas, hein? Moi franchement, je trouve que t'es classe comme ça, hein? Ben voilà, ben écoute, c'était super sympa de t'avoir avec nous. Et puis, ben écoute, je te souhaite de belles aventures et à bientôt. Un deuxième projet fini et là, si vous me suivez un petit peu déjà, vous allez tout de suite le reconnaître. C'est le Hayward, le pull Hayward de Julie Hoover. Hop, ma page de mon carnet. Hop. Donc ce pull de Julie Hoover a été originellement de base créé pour une collection Brooklyn Tweed, le BT12, donc la collection Brooklyn Tweed de 2012, on va dire, hein. Et donc à la base tricoté en laine Brooklyn Tweed aussi, la Shelter. Moi je l'ai pas fait comme ça, mais je reviendrai sur la laine un peu plus tard. Et donc oui, donc ce projet vous l'avez vu commencer à l'épisode 1 de ce podcast. Nous sommes à l'épisode 4, je l'ai fini, ouais. Épisode 1 où en fait je l'avais mise en aiguille pour l'emmener comme projet de voyage à la place de la paire de chaussettes classique. J'avais envie de mener ce petit pull qui est donc tricoté en pièces et puis qui n'a pas vraiment de fioritures, de trucs trop compliqués à faire dessus. Donc je m'étais dit bah, c'est très bien, ça va pas prendre de place et ça va être un peu zéro cerveau.
pour tricoter sur la route, dans les transports, et donc voilà, je l'avais pris pour partir en Norvège, et après, oui, après quand je l'ai pris à d'autres, à droite à gauche sur d'autres excursions, d'autres voyages, et aussi dans les sorties tricot social, genre les tricoter, ou aller prendre le brunch ou le café avec une copine tricot, donc voilà, jusque même à après avoir fini et bloqué les 4 pièces, d'emmener mes bouts de tricot et de commencer à coudre mon pull autour d'un café scone, miam miam miam, avec ma copine Hélène. Donc voilà, vraiment le machin jusqu'au bout, je l'ai emmené partout pour y travailler dessus. Et donc voilà, et je suis quand même assez contente de ce pull. La forme me plaît beaucoup, hein. Moi là avec espèce de manches raglan, enfin c'est un pull en raglan, mais là les manches sont tellement basses que ça fait un peu chauve-souris. J'aime beaucoup le bas du pull, en fait il n'y a pas de cote, mais il y a genre 2-3 rangs en point mousse avant de commencer le jersey pour que ça évite de trop rouloter. Et en fait même là vous voyez, en fait le fait que ce soit cousu, qui est la couture, ça renforce un peu la structure du pull, et du coup ça fait pas rouleau quoi. Donc voilà. Par contre le truc, je suis pas trop sûre, je vais vous le passer pour vous montrer un peu mieux dans un instant. Ce que je veux dire, c'est l'encolure. Alors l'encolure est très évasée, pas non plus au point de me faire tomber à l'épaule quoi. Mais donc voilà. Mais voilà, et en fait ce qui se passe, c'est que on fait le dos, on fait le devant, on fait les 2 manches, on bloque les 4 pièces à la bonne taille, on coud tout ça, et en fait après quand on a court, on reprend les mailles tout autour pour tricoter quelques rangs de jersey pour faire une encolure, un col qui roulotte. Et en fait moi ça roulotte tellement que au final on voit là plutôt, on voit là où j'ai ça fait une espèce ça fait une couture hein, en fait, vraiment c'est ça quoi. Là où j'ai repris les mailles, on voit bien là où j'ai rabattu mes mailles en fait. Et ouais, on voit aussi là où j'ai rentré mes fils. Peut-être que je vais arranger ça. Et donc voilà, et je sais pas. Je sais pas si ça me dérange ou pas encore. Je l'ai fini assez récemment, puis il a fait trop chaud pour le porter. On a eu un petit coup de refroid où du coup, ben voilà, du coup je l'ai mis juste une fois, un jour. Je me suis, et ouais c'était encore limite, hein, j'avais quand même pas mal chaud. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je le porte un petit peu pour pouvoir décider, pour m'habituer aussi. C'est une forme que j'ai pas l'habitude de mettre. J'ai pas vraiment de pull à, à manches courtes que je porte pas en pull mais plus en t-shirt, enfin voilà quoi, les trucs de mi-saison j'en ai pas, mais c'est quelque chose que j'avais bien envie de voir, d'essayer pour voir si pour combler un manque dans ma garde-robe, donc je pense qu'il va falloir que je m'y habitue, et on va voir si cette encolure, ce col me dérange ou pas. Mais je vous le mets, là il fait 30 degrés dehors, c'est la canicule de la fin du mois d'août. J'ai du mal hein. Ouh. Donc je vais un peu bouillir pendant 2 minutes, hop voilà. Mais et donc voilà, donc je le mets comme ça, franchement je kiffe. Après ce qu'il faut que je m'habitue aussi, c'est que dès que je bouge, et ben c'est faut remettre quoi. Donc voilà, à la limite au travail où je suis juste comme ça sur le bureau, ça peut être pas mal. Mais donc voilà, donc et là du coup vous voyez, ça me rebique. Donc je sais pas s'il va falloir que je...
genre avec une couture invisible, que je vienne attraper la couture là, le rabat d'émail sur l'intérieur du pull. Ouais, peut-être. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même un chouette pull, je suis très contente. La couleur, je surkiffe. Espèce de bleu vert, ça va avec tout, ça va avec des trucs bleus, ça va avec du vert. Là j'avais porté sur un t-shirt kaki que je vais vous montrer tout à l'heure, hein, partie couture, et ça s'accordait vraiment très bien quoi, c'était vraiment pas mal du tout. Et donc cette laine que j'adore, hein, qu'est-ce que c'est? Dernier rappel, puisque je l'ai fini le pull, donc je vais ne plus en parler après. C'est du John Arbon Textile Harvest Use dans la couleur Juniper. Et la composition, attention, déjà que j'arrive pas à parler des mots normaux simples, là ça va donner 65% de Falkland Merino, Falkland c'est les îles Malouines, et 35% Zwartbull of Exmoor. Zwartbull, t'as l'impression de mâchouiller des billes quand tu le dis le mot. C'est un mouton d'origine hollandaise si je ne m'abuse, mais qui a été importé en Grande-Bretagne et qui s'y plaît bien. Et donc en fait l'élevage dont John Arbon va se fournir en toison et à côté de leur filature. C'est dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Donc voilà, et donc voilà, et en fait si vous vous rappelez à l'épisode numéro 1, j'avais à la base j'avais monté trop de mailles et j'ai dû tout défaire parce que je m'étais dit oulala, j'ai qu'un nombre, j'avais acheté cette laine au festival Yarndale de 2016 et donc voilà, je savais pas si j'allais en avoir assez, donc il fallait que je défasse pour refaire pile poil parce qu'à la base j'avais genre calculé que j'aurais juste assez de laine. Voilà ce qui me reste. Il me reste 118 grammes de laine. À la base j'en avais 300 grammes, donc voilà, 2 écheveaux de 100 grammes de fingering, on est bien. Oui, sachant que c'est un fingering standard à 400 mètres pour 100 grammes. En général John Arbon Textile, ça dure bien quoi, c'est la laine qui n'en finit plus de se dérouler en fait. C'est incroyable, c'est un peu la corne d'abondance en pelote. Bon. Et donc voilà, donc avec 800 mètres de fil fingering, donc 200 grammes, facile quoi. Donc c'est sympa, moi j'aime bien. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. J'ai tricoté en 4 mm, donc ça allait relativement vite aussi. Ouais, du coup, voilà. Un aspect... voilà, c'est pas non plus... un petit peu aéré, mais pas trop. Non, franchement, j'aime bien. Voilà, je pense que je vais le porter un peu comme ça et voir si vraiment si cette encolure m'embête ou pas. Un dernier projet pour vous, un projet fini à vous présenter. Et voici une paire de chaussettes que j'ai tricotées principalement en voyage. Donc comme je vous le disais, je suis rentrée une semaine en France à passer avec ma mère et mon père un peu aussi. Donc du coup, hop, une paire de chaussettes pour s'occuper les mimines dans les trajets et le soir devant la télé, qu'on n'a pas trop envie de penser à ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai utilisé le même modèle, qui n'est pas un modèle parce que c'est un peu mes chaussettes par défaut, et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai pas justement envie de suivre un modèle, où je commence par en haut les côtes et c'est du talon après cou avec gousset, donc comme j'avais fait les chaussettes de l'épisode précédent avec la laine que j'avais achetée à Berlin.
Donc voilà, j'avais fait comme ça, je m'étais dit que c'était un bon moyen de peaufiner la technique. Et oui, franchement ça va quoi, il y a juste un peu la propreté là où il faut que quand je tricote le mini talon quoi, vraiment. Ou aussi quand je reprends les mailles, à mon avis il faut que j'essaie de les prendre par derrière au lieu de par devant, ou que j'améliore ma technique pour que ce soit un petit peu plus propre. Mais bon, franchement c'est pas mal. La laine, c'est de la laine que j'ai teinte à la main, c'est de la Phileas Yarns. La base c'est Rambler qui est du 80% Bluefest Leicester, 20% nylon, et la couleur est en fait une nouvelle couleur. Quand je développe des couleurs, spécialement dans la collection Rambler, là, les speckles, mini rayures, machin chouette, j'aime bien toujours faire un écheveau test et de le tricoter pour voir comment ça fait avant de faire des ajustements et afin de changer quelques trucs ou tout ça quoi, de voir un peu comment ça marche. Et donc voilà, donc c'est un écheveau test où au final je n'ai rien changé parce que je l'aime beaucoup comme il est. Et la couleur c'est Valley of the Kings, la vallée des rois si je traduis. Hein, pour ceux qui sont allés en Égypte, vous pourrez peut-être voir de quoi on veut parler là. Et donc voilà, j'aime beaucoup vraiment comment ça se tricote. J'aime bien quand ça fait ça, quand je fais des couleurs et que ça tricote joli. Voilà. Et pour les cottes, les pointes et les talons, j'ai utilisé de la Explorer Socks, un mini que j'ai de Heels and Toes, 20 grammes pour un écheveau. Et la couleur c'est Fjord. Avec l'accent. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, à part que vivement qu'il fasse un peu plus froid quoi pour mettre ses chaussettes enfin. Oula, ça va se casser la... Oula, non c'est bon. Pour les projets en cours, j'en ai aussi 3. Voilà, c'est la règle de 3. Presque. Mais le premier en fait là il va faire une petite sieste hein, on va dire. Il y a 2 épisodes je vous avais montré, j'avais commencé un pull tout en brioche, le Calvagante de Rosa Pomar. J'ai fini le corps. Ouais, j'ai fini le corps. Voilà le corps. Alors j'aime beaucoup là comment ça fait, cette espèce de rayures sans être des rayures hein. Je veux dire j'ai un peu improvisé les couleurs, j'ai pas, voilà, normalement le patron tu peux faire un dégradé avec genre juste 2 couleurs. Moi j'ai un peu fait n'importe quoi hein, voilà, j'ai fait à l'impro total avec les laines que j'avais dans mon stock. J'aime bien, sauf que il est vachement serré pour l'instant. Il n'est pas serré au point qu'il ne me va pas, je peux l'enfiler, mais d'ailleurs je vais l'enfiler, je vais encore mourir de chaud, mais vous allez de suite comprendre. Hop là, ça va pas du tout avec la jupe que j'ai, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu collé, serré, un peu très près du corps, on va dire. Alors vous voyez sur la photo, c'est un peu lâche, un peu relax. Moi c'est pas ça du tout. Alors après je sais que brioche, quand je vais bloquer, il va prendre de la largeur, donc c'est pas... Ça c'est pas trop mon souci. Mon souci c'est la longueur, parce que là si je touche pas, il est au-dessus de mes hanches, donc il est cropped, il est raccourci, hein, cropped raccourci. Et moi franchement je ne porte pas du cropped.
Moi j'aime bien qu'ils me descendent en dessous des hanches, pas forcément jusqu'aux fesses, mais au moins en dessous des hanches. Donc voilà. Donc à mon avis, il faut que je le bloque bien pour rajouter, pour voir si j'arrive à le tirer sur la longueur et un peu sur la largeur, parce que pareil, hein, bon les bras c'est juste, mais voilà, je pense que ouais, il faut que j'essaie de le bloquer pour qu'il grandisse un petit peu et en largeur et en longueur. Ouais. Avant que je puisse continuer pour voir un peu. Donc ouais, ouais. Enfin, je sais pas pourquoi. Après, je sais pas. C'est peut-être juste normal parce qu'il n'est pas bloqué, que c'est le point brioche qui est comme ça. Après, c'est vraiment que mon deuxième projet brioche. Donc, est-ce que ma tension a changé au fur et à mesure que j'étais de plus en plus compétente et confortable à tricoter la brioche? Vous savez, quand tu vas plus vite à tricoter, peut-être que tu tricotes un peu plus serré. Le patron à la base demande une aiguille 3,75. Qui était beaucoup plus trop large pour moi. Au final j'utilise un 3 mm, donc voilà mon échantillon. Pourtant, pour vous dire, quand je l'ai fait, j'étais un peu lâche niveau tension. Alors est-ce que ça a changé au fur et à mesure que j'ai tricoté le pull? Je ne sais pas. Mais voilà, en plus je fais du coup ouais, en plus je fais une taille S par rapport aux mesures que j'avais vues sur le patron. Enfin voilà, moi je fais pas du S quoi, je fais du M, voire ouais voilà quoi, un M en général, c'est du M que je porte en pull. Voilà, donc je sais pas. Alors je sais pas si c'est les indications sur le patron. Après il n'a pas été tricoté un nombre incalculable de fois non plus. C'est pas, voilà quoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Je voulais juste vous rappeler les laines que j'ai utilisées pour ce pull, donc parce que vu qu'à mon avis je vais le laisser de côté pendant un petit moment avant de vous en reparler et de vous dire si je le continue ou pas. Donc voilà, il y a plein de laines différentes et il y a surtout plein de moutons différents dans les compositions des laines. À 3 sur 5 écheveaux, il y en a 5 5 écheveaux, il y en a 3 qui sont de Black Isle Yarns. Black Isle Yarns parce qu'ils viennent de la région d'Écosse qui s'appelle Black Isle, l'île Noire. Hein. S'il y en a d'entre vous qui connaissent bien leur Tintin, ça va vous parler. L'île Noire, donc qui est au nord, qui n'est pas vraiment une île, hein, c'est juste petit machin, au-dessus d'Inverness. On va y arriver. Et donc Black Isle Yarns qui va se fournir dans les élevages, les fermes locales, les élevages locaux et les fermes locales. Et qui Julie teint ça, c'est la madame derrière Black Isle Yarns, Julie nous teint ça de manière naturelle, avec des plantes et des tas de trucs, mais qu'elle va chercher localement chez elle, quoi, qu'elle va ramasser dans son jardin, dans la forêt, dans ses balades, tout ça, je pense, hein, qu'elle fait, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de teinture naturelle super exotique, on va dire. Je ne pense pas. Enfin, j'en ai jamais vu en tout cas. Donc du coup, 3 écheveaux de Black Isle Yarns. Black Isle Yarns. Le gris clair, gris bleu clair, un peu bleuté, un peu bleuet. C'est, et alors là attention, on s'accroche, du Bluefest Leicester, Cheviot, Lincoln and Hampshire. Donc 4 petits moutons filés ensemble pour nous créer cette laine, et la teinture à l'hibiscus, donc c'est très léger, hein. Les 2 autres écheveaux, ce sont les 2 bleus que voici. Vous voyez un peu, c'est subtil, mais j'aime bien.
Les deux sont de la première tonte de Cheviot, donc c'est juste un seul mouton de Cheviot. Le bleu plus foncé est un à l'indigo seulement. L'autre, et j'ai encore oublié de vous regarder le mot sur le dictionnaire, avec de l'indigo, de la bruyère, de la rhubarbe et donc une autre plante dont j'ai complètement oublié et que je me dis qu'il faut que je regarde sur le dico. Ajon. Ensuite, le gris foncé est une laine qui m'a été ramenée par ma copine Jess qui tient la boutique Ginger Twist Studio à Édimbourg, soit dit en passant. Qui me l'a ramené ça de l'Oregon, d'où elle est originaire, donc un voyage où elle a visité sa famille. Et c'est du Romney, Dorset, Rambouillet et Jacob Churro, tout mélangé, donc encore 4 moutons. Et là, l'espèce de moutarde chartreuse là au milieu, là, c'est mon super pote John Urban Textiles et c'est de l'alpaca sock yarn, donc avec de l'alpaca, hein, mais britannique, Exmo Blueface et du nylon. Donc voilà. Toutes ces couleurs, donc voilà, bah là, voilà, comme je vous dis, je le mets de côté pendant un petit moment et on verra si j'ai envie de le continuer ou si je vais réutiliser la laine pour autre chose. Je me dis ce combo de couleurs ça pourrait faire un chouette shifty d'Andrea Maori aussi, ou de abandonner l'idée des pulls parce que voilà, des pulls gris et bleu, hein, bah, c'est ma collection des pulls greux, j'en ai un petit peu beaucoup, donc ben, pourquoi pas faire un châle greux à la place. Putain, j'ai cru que j'ai dit un gros mot, pardon. Mais il y avait une espèce de monstre volant qui a essayé de se taper l'incruste là, bon voilà. Bon allez, on passe à autre chose, hein. Et ben on va continuer avec la série des pulls greux, gris et bleu, avec par contre là un pull que j'adore tricoter et que je sens que je vais adorer porter déjà. Et puis là aucun problème d'être trop serré, hein, parce que on vous parle du Weekender de Andrea Maori, Dreher Nets. Et donc voilà, et là je surkiffe, je vais essayer de vous le montrer. En plus je me suis arrêtée en rang, c'est pas génial pour vous montrer. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce que j'aime comment ça se tricote. Ouh là là que j'aime comment ça se tricote. Je surkiffe. Et du coup, que vous dire? Les laines. Les laines, c'est encore du Phileas Yarns, ma laine teinte à la main. Je tricote ce pull pour pouvoir le porter au festival Yarndale à la fin de septembre où j'expose, où je vais vendre ma laine. Donc du coup ça va être, et on a toujours un peu froid à Yarndale. Donc là je me suis dit un bon gros pull, ça va être chouette et voilà. Donc j'utilise du Wanderlust DK dans la couleur Palacio Real et de la Rambler dans la couleur Hot Dog in Coney Island. Et tricoter ensemble, c'est juste au top. Le Weekender à la base est tricoté en laine Brooklyn Tweed, c'est de la Loft cette fois je crois, qui est une épaisseur worsted, donc un peu plus gros que la double knit, que la DK, mais un petit peu plus fin que la Aran, donc entre les deux, la worsted. Et le coloris qu'Andrea Maori utilise est un coloris chiné et moi j'aime beaucoup l'aspect que ça a sur son pull, donc j'ai voulu faire recréer un peu ce côté chiné en tweedé en combinant donc deux coloris différents mais qui s'accordent bien pour que ce soit pas trop flashy non plus. Et
mais en général, worsted, en faisant 2 laines d'épaisseur fingering, normalement c'est bon. Là, pas du tout en fait. Mon échantillon, je crois que j'en ai fait 4 au total avant de trouver la bonne combinaison. Bon, aussi parce que j'essaie plusieurs couleurs, mais surtout pour trouver la bonne combinaison d'épaisseur pour pouvoir avoir l'échantillon qui me fallait. Donc du coup, j'ai combiné une laine DK avec une laine chaussette fingering. Donc voilà, bon, ça marche bien. Et puis en plus, au lieu de tricoter ça en aiguille 5,5 et demi, comme le demande l'échantillon d'Andrea Mowry, moi j'ai fait mon échantillon, j'y suis arrivée avec les aiguilles 4 et demi. Bon, ça reste quand même quand même une assez grosse taille d'aiguille, donc ça va quand même assez vite. Et donc le pull se porte sur le jersey en vert, donc avec, vous voyez, cette bande de maille à l'endroit, mais un peu plus épaisse, parce qu'un coup c'est une maille glissée et un coup c'est une maille tricotée, donc espèce de fausse couture, mais qui est vraiment sur le devant au milieu et sur le dos au milieu, il y en a 2. Et mais en fait, pour que ce soit facile à tricoter, elle nous fait tricoter ça sur le jersey en droit, donc en cercle, c'est tricote, tricote, tricote. Tu as juste un marqueur pour te rappeler qu'il faut faire une maille à l'envers ou une maille glissée. Et voilà, donc c'est super. On commence le pull. Alors, oui, là ça va, j'ai pas besoin. Bon, voilà. On commence par faire les 2 bandes de côte séparément à plat. Donc il y a celle de devant qui est plus courte que celle de derrière, hein, pour faire un effet plus long derrière. On monte les mailles de manière tubulaire. Et vous voyez... Alors attendez, parce que là c'est d'un pratique, pas du tout. Vous voyez en fait, c'est vachement propre, on dirait que le fil passe derrière comme si c'était une maille tricotée vraiment. C'est très propre, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais une fois que c'est fait, ça va, hein. J'avoue, j'irai pas faire ça pour mes chaussettes, il y en a qui le font, moi non. C'est un peu trop compliqué. Pour monter des chaussettes en rond sur des tout petites aiguilles, la laine toute fine, non là ça va, c'est un peu plus épais, même à 2 fils, c'était pas la méga galère. Donc voilà, donc une fois les 2 bandes tricotées, bon il y en a une qu'on met en attente, l'autre qu'on garde sur l'aiguille, et du coup on vient rajouter celle qui était en attente et on joint dans le rond en cercle et on tricote jusque aux aisselles, où on va séparer le devant du dos, tricoter ça. Et je pense que dans les parties à plat, va y avoir la moitié en jersey comme en rond, et après il y a les relais côtes pour faire une espèce de motif de côte qui se... Je sais pas si on va bien voir là sur la photo en noir et blanc, mais en fait tout le haut là, enfin des épaules, hein, pas des manches, mais des épaules, c'est des côtes comme en bas. Donc c'est un chouette détail. Et donc voilà, donc ça avance vite. Là je vais rallonger le corps un petit peu de quelques centimètres, je pense de 5 cm, parce que Andrea Mowry en ce moment elle nous fait que des patrons de pulls raccourcis, parce que ça lui plaît et que voilà, mais bon, ça reste très facile de rallonger ça. Moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis pas méga fan des machins qui s'arrêtent au-dessus de la taille des hanches. Donc voilà, je vais rajouter 5 cm, mais j'en suis, même avec ça, j'en suis quasiment au bout du corps, quasiment jusque là où il faut que je sépare le devant du dos.
Donc voilà, je pense que là, sans problème, je vais pouvoir le finir avant la fin du mois de septembre pour pouvoir le porter à Yardel. L'autre projet que j'en profite, que je tricote, enfin même pas que je tricote, que je crochette, donc c'est le châle que j'avais commencé le mois dernier en rentrant, à la retraite Garter Stitch et que j'avais un peu crocheté en rentrant, je ne l'ai pas touché depuis et c'est aussi un que j'ai envie de finir pour Yardel. Par contre là, c'est pas dit que j'y arrive. Il est un peu lent niveau crochet, bon pas pareil que de tricoter en 4.5 quoi. Donc voilà, donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui le châle crochet parce que vraiment j'y ai quasiment pas touché, j'ai dû rajouter 4 rangs depuis, donc ça sert à rien, donc voilà. Mais je vais vous montrer un petit peu d'autres choses en attendant. Oui, bonjour le chat, voilà. Madame a envie d'un câlin. Et donc pour finir avec ce troisième projet en cours, je vais pas vraiment vous le montrer au final parce que c'est un châle que je tricote pour ma soeur. Mais que je sais qu'elle regarde et que mon beau-frère regarde aussi, vu que ma soeur m'a envoyé un message l'autre fois pour me dire qu'elle était rentrée et que monsieur me regardait à la télé. Bon ben, coucou la Réunion, coucou le 974. Donc oui, donc voilà, un châle pour ma soeur qui donc habite à la Réunion, même si elle habite dans une île, sur une île au milieu de l'océan Indien, elle habite dans les hauteurs, donc des fois il fait un petit peu frais. Donc elle aime bien avoir un petit châle. Je lui avais proposé ou un châle ou un top, un haut tricoté. Elle a choisi le châle, elle en a déjà un qu'elle aime beaucoup, donc j'espère que celui que je lui fais là lui plaira autant. Mais bon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. Je suis désolée, j'essaie de boire à chaque fois que j'éteins la caméra, mais même avec ça, il fait tellement chaud et j'ai du mal, j'ai du mal. Donc je lui avais donné le choix parce que même si elle habite sur une île dans l'océan Indien, elle habite sur les hauteurs, il fait frisqué, machin, mais vu qu'elle regarde et que toute la famille regarde, je vais garder un peu de mystère sur ce châle. Par contre je vais vous montrer déjà les laines que j'utilise parce que ça je pense qu'il n'y aura pas de problème. Quand donc du coup elle a choisi que je tricote un châle, je lui dis bah alors tu veux de quelle couleur ton châle, en me disant qu'elle allait me répondre ouais un châle dans les roses ou dans les jaunes, oranges, enfin voilà une catégorie de couleurs. Non. Madame est allée faire son shopping sur ma boutique Etsy et m'est revenue avec un message. Ouais, j'aime bien la couleur Fjord, ou j'aime bien la couleur Leaf Paper ou Wetly Diner, et puis ci, et puis ça. Bon, super. Mais moi à la base je m'étais dit que je vais pouvoir utiliser une laine de mon stock pour un peu m'alléger. Voilà. Ben du coup voilà, j'ai trouvé le compromis. J'ai pris une laine d'une couleur dont elle avait choisi que j'éteins moi, et une couleur de mon stock pour aller avec. La couleur de mon stock c'est Fjord sur la base Wanderlust 4ply, donc une fingering 100% à 4 plis, 100% Blueface Leicester, super wash, donc traité pour passer en machine. Et l'autre c'est la bien aimée Merino Singles, donc un pli, hein, c'est un fil mèche comme on dit, 100% Merino. Pourquoi ça ne fait pas la mise au point? Voilà, dans le coloris Amy's Sweater, donc un gris avec plein de petits speckles, de petites taches bien flashy colorées. Donc du coup voilà, je tricote un châle. Je ne vais pas vous en dire trop plus.
sauf que, si je vais vous montrer, hein, sauf que ce patron inclut une partie brioche. Et là je vous le dis parce que en fait il faut que je vous partage ce moment de fierté tricot, parce que j'étais donc chez ma mère en train de tricoter paisiblement après le déjeuner pendant que elle et mon beau-père faisaient la siestoune à l'intérieur. Moi j'étais tranquillou dehors au vent frais de la Méditerranée à tricoter. Puis le chien est venu me dire bonjour, enfin un des chiens est venu me dire bonjour et monter un peu sur moi, sur mes genoux, enfin voilà, les deux pattes avant machin, et en redescendant m'a réussi à me tirer le fil de mon châle que j'étais en train de tricoter. Au passage m'a tiré quelques rangs sur quelques mailles, une catastrophe, ouais, voilà quoi, en plein milieu de la brioche. J'étais ravie, mais bon, voilà, je sais pas si c'est parce que j'avais trop chaud ou quoi, je n'avais même pas envie de m'énerver, du coup j'ai passé une bonne heure, sans mentir, à rattraper, à essayer de rattraper mes mailles et de rattraper mon tricot avec... J'avais même pas de crochet sur moi. Je suis en train de réfléchir, j'allais dire avec un crochet, même pas. J'ai fait ça complètement à la route, j'avais même pas de crochet sur moi. J'avais trop la peine de me lever pour aller chercher celui qui est dans l'équipement tricot, enfin ouais, tricot de ma mère. Donc voilà, mais j'ai réussi, j'ai mis le temps. Je sais pas comment j'ai fait parce qu'autant vous dire que brioche à rattraper c'est franchement pas facile. Et donc voilà, et je vous ai documenté le avant et le après pour que vous puissiez partager ce moment de fierté tricotesque que j'ai éprouvé quand j'ai réussi à boucher mon trou et à rattraper mes mailles quand même assez bien, correctement, hein. C'est pas super parfait, je pense pas, mais je pense que c'est au niveau de... Faut vraiment avoir le nez dessus pour le remarquer, surtout une fois que ce sera bloqué ou ce sera un peu plus... les mailles auront un peu uniformisé. Ce sera super. Et sur ce, voilà, je vais passer à la rubrique Parlez-vous knitting. Rubrique Parlez-vous knitting, et c'est la deuxième fois que je l'enregistre parce que là en fait j'étais en train de faire mon montage et j'arrive au moment où dans ma lancée, quand j'ai filmé l'autre jour, je dis et là je vous présente la rubrique Parlez-vous knitting, pour me rendre compte que j'avais effacé le fichier avant de filmer la partie couture pour faire de la place sur la carte mémoire. Bravo Sylvie. Bref, rebelote, un peu, du coup j'ai pas forcément la même tête, j'ai le même t-shirt quand même, raccord fringue, ok, mais voilà. Donc parlez-vous knitting, cette rubrique, je vous la fais pour vous parler un petit peu plus en détail de la culture tricot et laine anglo-saxonne et surtout donc britannique. Avec où vous introduire des moutons, j'ai fait avec le Bluefest Leicester, vous parler un peu d'actu ici, et aussi au premier épisode, et je vous ai proposé de me lancer un peu des idées de ce que vous aviez envie dont je vous parle. Et même si je pensais le faire déjà, on m'a demandé que je vous parle un peu des terminologies, vocabulaire pour vous aider à naviguer dans les patrons écrits en anglais. D'une chose et l'autre, aujourd'hui je vous ai parlé, aujourd'hui, dans le podcast que vous regardez aujourd'hui, parce qu'en fait pour moi c'était il y a déjà 2-3 jours, je vous parle du Weekender d'Andrea Mowry qui est donc, je vous l'ai dit, un montage en maille tubulaire. Donc du coup je me suis dit, commençons par le début, commençons par les termes pour monter les mailles, donc le cast on en anglais.
Je vais vraiment aller un peu vite juste pour vous parler des termes de vocabulaire, des termes anglais et à quoi ils correspondent en français. Dans la fiche description en dessous, je vais vous créer une espèce de fiche vocabulaire, un petit lexique que je vous invite ou à faire une capture d'écran si vous regardez ce podcast sur votre téléphone ou votre tablette, ou alors faire un copier-coller sur l'ordinateur et faire ça sur Word et vous l'imprimer pour votre cahier ou quoi si vous regardez ce podcast sur l'ordinateur. Enfin voilà, une petite fiche pour vous pour garder enfin, une petite liste de mots et de leur traduction, et aussi de mettre des liens pour des tutoriels en français si je les trouve, sinon je vous le préciserai si je n'en trouve pas en français, mais bon du coup en vous aidant à comprendre un peu les termes anglais, ça devrait aller. Donc bref. Oui, j'ai aussi remarqué en montant mon podcast que je dis beaucoup de et donc voilà et machin. J'essaye de me limiter du coup. Monter les mailles. Donc moi j'ai appris à tricoter, donc à monter mes mailles avec ma mère, et en faisant mes recherches, tout ça pour cette rubrique aujourd'hui, j'ai trouvé le tutoriel chez Lily Comme Tout pour monter les mailles comme ma maman me l'a appris. Bon, apparemment il n'y a pas de terme, c'est vraiment voilà, c'est comment monter ses mailles, le tutoriel, le nom du tutoriel, donc c'est à la base, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris comme moi j'ai appris aussi, qui vont faire ça, et peut-être qu'ils le font encore aujourd'hui. Donc moi j'ai appris de manière très simple. Je vous mets le tutoriel en question pour que vous puissiez voir et juger de vous-même si ça vous parle ou pas. Et c'est vrai que c'est quand même un montage de mailles un peu rigide, hein, on va dire. Ouais, c'est pas génial. Et en fait, donc bon, c'était il y a longtemps, c'est quand j'étais minote, hein. Quand j'ai repris le tricot il y a peut-être il y a vraiment pas mal d'années maintenant, du coup j'ai commencé à regarder Ravelry, à avoir plein de patrons indépendants et les techniques de tricot, et du coup une mer de techniques et de manières de monter ses mailles s'est présentée à moi. Là c'était ouh, oh là, tellement. Donc on va faire le tri un peu là-dedans. Ben, déjà il y a deux terminologies, deux camps. Il y a le camp du montage à fil court, le short tail cast on, et le montage de mailles à fil long, le long tail cast on. Alors déjà, pour commencer tout montage de mailles, commence par une chose, c'est un nœud coulant. Le nœud coulant, c'est le slip knot en anglais. Si vous venez à rencontrer ce terme, slip knot, c'est le nœud coulant, c'est le nœud de base pour la première maille. Et donc du coup le fil, le tail, c'est le fil du côté du nœud coulant qui n'est pas rattaché à la pelote. Et donc le fil qui est rattaché à la pelote, celui avec lequel on va vraiment tricoter, en anglais on dit the working yarn. C'est la laine qui travaille. Donc du coup voilà, donc après donc la tail, soit elle est courte, ou soit il faut du coup vraiment la faire longue pour pouvoir l'enrouler et la manipuler pour que ça nous fasse nos mailles. Donc commençons avec les montages à fil court, les short tail cast on. On a le knitted cast on en anglais, comme on dit, ou qui est en fait le montage à la française, où vraiment c'est comme en anglais, comme son nom l'indique, où en fait on va notre nœud coulant, on va mettre l'aiguille, on va tricoter une maille, et la maille on la transfère d'une aiguille à l'autre, et ainsi de suite. Chaque nouvelle maille qu'on crée et qu'on transfère, on retricote dedans pour en faire une nouvelle. Donc montage à la française.
une variation de ça est le montage à l'anglaise, qui en anglais se dit cable cast-on. Au lieu de tricoter la maille, on va tricoter entre les deux mailles. Donc du coup, on fait notre nœud coulant, on tricote une première maille pour la mettre sur l'aiguille à côté du coulant, c'est deux mailles, et à partir du moment là, on va taper l'aiguille et tricoter entre les deux mailles les plus à droite. Donc ça s'appelle le montage à l'anglaise. Il y a aussi le montage simple qui en anglais s'appelle le back loop cast-on. Il est tellement simple qu'il a 0 tenue. Ces 3 techniques où vraiment c'est quasiment on enroule le fil autour de l'aiguille en faisant un peu un petit zigouigoui, un twist là pour que ça tienne un petit peu, mais rien du tout. Et ces 3 techniques, moi en général je ne monte jamais toutes mes mailles comme ça. Maintenant je les utilise pour monter des mailles supplémentaires, vous savez, dans une construction d'un pull, où on va vous demander de... souvent dans les pulls qui se tricotent par exemple de manière latérale, on va commencer par une manche et du coup on arrive au corps, il faut monter plein de mailles pour le corps et continuer comme ça. Ces 3 techniques sont valables, mais bon, c'est pas génial parce que ça tient pas bien, quoi. Je sais, par exemple, par défaut je fais un montage simple quand je veux rajouter des mailles. Il faut vraiment absolument que j'arrête parce que c'est pas solide et je galère les 2 premiers rangs ou tours quand je fais ça en circulaire, juste après d'avoir monté ces mailles. Et là j'ai une copine qui m'a présenté m'a fait connaître une autre technique de short tail cast-on, de montage à fil court, qui est un peu plus solide. Ça s'appelle le Chinese Wet Dress cast-on, le montage à de la serveuse chinoise. Apparemment l'histoire de la nana qui nous a introduit cette technique sur le monde internet, qui nous a fait le tutoriel, qui je pense n'existe qu'en anglais malheureusement, était dans un restaurant à Pékin ou quelque part en Chine et tricotait à table et s'est fait approcher par la serveuse qui a engagé la conversation sur le tricot et du coup lui a dit tu connais cette technique pour monter tes mailles et du coup la nana qui a appris cette nouvelle technique nous l'a fait partager et du coup la appelée la technique de la serveuse chinoise. Un nom, bon, je suis pas super fan du nom, mais bon, c'est comme ça. Et donc, moi, j'avoue, moi, je ne l'ai pas essayé et j'ai bien envie de m'y essayer la prochaine fois que je dois monter des mailles en cours de tricot. Moi, la copine qui m'a fait connaître ça, elle a monté juste ses mailles, enfin, toutes ses mailles comme ça pour commencer son gilet, en l'occurrence. Et ça a vraiment un chouette fini, donc ça peut être pas mal, mais bon, on continue. La plus grande, je pense, majorité des montages de mailles, surtout dans on va dire le tricot moderne, le tricot de nos jours, ça va être des montages à fil long, les long tail cast-on, en commençant avec le long tail cast-on de base, qui est le montage continental ou à la Suisse. Ensuite vient une petite variante et on passe une frontière juste. On fait le tour de l'Europe, je vous dis, avec ces techniques de montage de mailles. Et donc là, ce que je vais vous parler maintenant, c'est ma façon par défaut de monter des mailles. C'est le German Twisted Cast-on, German Twisted Long Tail Cast-on, qui est le montage à l'allemande. Oui, bon, moi je monte sauf contre-indication d'une technique spéciale, c'est comme ça que je monte mes mailles. Pour les chaussettes, enfin voilà, donc
Donc c'est pas mal, c'est assez extensible, élastique, en anglais stretchy. Donc je vous disais, on fait un peu le tour de l'Europe avec ces techniques de montage de mailles. Je ne vais pas approcher dans les détails parce que du coup les noms anglais sont les mêmes, hein, c'est juste les techniques qui sont différentes, mais bon, on peut trouver aussi le montage à la norvégienne, le montage à l'italienne, le montage à l'estonienne et ainsi de suite. Je crois que tout pays et limite toute région dans chaque pays va avoir une technique spéciale de monter ses mailles. C'est quand même fou du coup de se dire que la culture tricot est tellement intégrée dans chaque culture au final, d'une manière différente. C'est assez sympa. Donc voilà pour les Longtail Cast On. Donc je vous disais, moi le German Twisted Cast On, c'est mon défaut, et notamment je parlais de monter mes chaussettes. Je monte mes chaussettes donc du haut de la tige donc vers le bas. Si vous voulez monter des chaussettes en commençant par la pointe, ben, du coup ça va être des techniques différentes. Et alors là, en anglais, dans le monde du tricot anglo-saxon, on ne jure que par le Judy's Magic Cast On, qui ne se traduit pas parce que c'est Judy qui l'a créé. Et c'est seulement récemment, en regardant des podcasts français, que j'ai appris, je pense, la technique qui est à la base du Judy's Magic Cast On, mais qui est une technique en soi, qui est donc le montage à la turque. Et en fait, le montage à la turque, on va enrouler le fil, le fil autour des deux aiguilles à la fois, puis après on tricote de manière à ce que ça se sépare. Le Judy's Magic Cast On en fait va faire une figure de 8 au lieu autour des deux aiguilles. Au lieu d'enrouler bêtement, on va faire passer le fil au milieu et faire des 8. J'avoue que c'est un petit peu galère. Moi à chaque fois je suis obligée d'avoir le tutoriel et je m'y reprends au moins 3 fois. J'avoue que si l'opportunité me vient de monter des chaussettes ou de devoir faire une espèce de montage comme ça, hein, pour un jouet ou pour je sais pas, mais je parle de chaussettes, bon, on verra. J'avoue que j'aimerais bien essayer le montage à la turque du coup, pour voir si c'est si ça me convient mieux. Mais en tout cas en ce qui concerne, si vous regardez un patron de chaussettes en anglais qui commence par la pointe, 99% des chances pour que ce soit du Judy's Magic Cast On. Donc, revenons à mon weekender et le montage de mailles tubulaire, le Tubular Cast On. Tubular Cast On, le montage tubulaire, se fait avec ou sans fil provisoire. Le fil provisoire, c'est de waste yarn, la laine poubelle, on va dire. Mais du coup, waste yarn, vous allez retrouver ce terme beaucoup parce qu'on met les mailles en attente sur de la waste yarn. Enfin bref, plein de choses. Il faut toujours avoir une toute petite bobine de fil de laine dans sa trousse, dans ses petits équipements pour pouvoir utiliser à bon escient. Le waste yarn est un essentiel. Et aussi, un autre terme qui va souvent revenir et dans les instructions d'un montage tubulaire et à d'autres occasions, montage tubulaire requiert des rangs de mise en place qui en anglais ça va se dire des setup rows. Setup, c'est la mise en place. Souvent quand vous allez faire un motif qui d'ailleurs se dit pattern. Pattern, c'est patron et motif, c'est tout, c'est tout, ça prend tout. On va souvent vous parler de rang de mise en place ou de mise en place, donc setup et setup rows.
Dans le cas du montage tubulaire, c'est genre 2 rangs avant de pouvoir vraiment attaquer vos côtes ou de mettre ça en rond, etc. et continuer votre projet. Mais voilà, je pense que ça pourrait être intéressant de vous mettre ce petit terme là aussi dans le lexique d'aujourd'hui. Et pour finir, je voulais vous parler du montage provisoire, de provisional cast-on, où on va venir monter des mailles sur un fil ou une aiguille tricotée, et après quand on revient on récupère les mailles vives et on va faire du crafting, donc une couture invisible, ou le Kitchener Stitch, que j'avoue encore, mais ça on reviendra quand on parlera des rabats de mailles de crafting et du Kitchener Stitch, pourquoi pas. Et donc voilà, donc le montoir, montage de mailles provisoire, le montoir donc, se fait de 2 manières en général. Moi je le fais avec une chaînette au crochet, qui en anglais se dit crochet chain. J'avoue que ça me plaît, j'y vois mieux et c'est plus clair dans ma tête et dans ce que je fais quand je fais ça. L'autre technique se fait avec une deuxième aiguille, enfin notamment une deuxième aiguille circulaire, et il faut enrouler le fil d'une certaine manière. Enfin, franchement je me demande en fait s'ils font pas un genre de montage à la turque. Quand je regardais le tutoriel quand je regardais les chaussettes qui se tricotaient par la pointe et monter les mailles, on dirait c'est un peu le même esprit. Il faut enrouler et du coup tricoter qu'un côté des mailles, du coup il y a l'autre côté des mailles qui est vif, et quand on enlève l'aiguille on récupère, enfin bref, pas d'un coup fin. Ouais, moi j'avoue c'est un peu plus galère, au moins la chaînette, voilà, elle risque pas de se barrer. Donc oui, voilà, dernière chose aussi, donc je vous parlais pour récupérer les mailles vives. Les mailles vives, ce sont live stitches. Ça peut donc vous arriver de rencontrer ce terme aussi dans des instructions ou par patron, ou si jamais c'est... Oui, merci. Ou si jamais vous allez rencontrer ces termes dans des tutoriels en anglais, si vous avez envie de vous lancer dans une technique de montage où il n'y a pas de tutoriel en français, de regarder les tutoriels ou de lire des tutoriels sur des blogs en anglais, ça peut toujours vous servir live stitches. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire et de vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, je vais... j'ai tout un tas d'idées et d'autres domaines du tricot dont j'ai envie de vous parler, mais s'il y a des choses en particulier que vous avez envie que je vous présente dans cette rubrique, niveau vocabulaire ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je prendrai en considération et je m'organiserai pour essayer de répondre à vos questions et à vos attentes. Allez, et maintenant, maintenant pour de vrai, on revient pour moi dans mon montage dans le passé et on passe à la couture. Avant d'attaquer la partie couture dans le vif du sujet, de vous donner plus de détails sur les différentes choses mes différentes cousettes. D'ailleurs, vous pouvez remarquer peut-être que ce n'est pas le t-shirt d'avant qui s'est assombri, c'en est un autre, mais je vous dis ça un peu plus tard. Donc voilà, juste pour vous remettre dans le contexte, je vous l'ai dit, il y a genre 2 semaines, j'ai pris l'avion et je suis partie donc du côté de la Provence pour rendre visite à ma famille et voir mes amis et tutti quanti. Et passer du temps, voilà, relax. Donc voilà, je m'étais dit, il faut que je me fasse des classiques de la garde-robe d'été,
ou classique tout court, parce qu'il y a beaucoup de choses, genre les t-shirts, où au final je vais les porter tout au long de l'année. C'est pas... J'ai très peu de choses qui sont juste garde-robe d'été ou juste garde-robe d'hiver. C'est un peu, je mets un peu tout tout au long de l'année, à quelques exceptions près. Genre je vais pas mettre les gros pulls au mois de juillet, même en Angleterre. Et donc voilà, donc je m'étais dit voilà, faire un peu des classiques d'été qui pourront intégrer ma garde-robe de tout le temps. Et je m'étais dit justement que cette semaine à Marseille et dans le Var, ça allait être sympa comme but, comme date limite pour faire ces choses-là, pour que je puisse les emballer et avoir une tenue toute neuve, toute jolie pour passer ces vacances dedans. Et donc voilà, mais bon, donc avant de vous parler des détails justement de ces pièces que je me suis cousues, je vais vous partager quelques images de l'ambiance vacances à la maison dans le sud. On n'a rien fait pendant une semaine, hein. Je vais vous dire, rien fait. Je me suis posée, j'ai tricoté pépère, on a fait des petites baignades pour se rafraîchir dans la piscine. Je me suis fait nourrir par ma mère, mon beau-père et un peu par mon père aussi. Voilà quoi, j'ai rien fait. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de choses à vous partager, pas vraiment les grosses aventures, mais bon voilà, pour vous donner une ambiance générale, pour vous mettre dans l'ambiance, voici quelques images.
Alors pour commencer cette garde-robe d'été, cette tenue d'été, parce qu'en finale, quand je dis garde-robe, en fait je me suis plus ou moins fait une tenue complète qui s'accorde plus ou moins bien les pièces entre les unes avec les autres, donc je suis assez contente. Et donc j'ai commencé par me faire le basique de chez Basique, le t-shirt tout simple en tissu uni. Celui qui va aller avec tout, et j'avais à la maison deux coupons de tissu jersey que je m'étais dit c'est très bien, il faut que je les utilise, je vais me faire les t-shirts. J'ai utilisé mon patron de t-shirt préféré du monde entier que j'aime d'amour, qui est un patron en anglais seulement malheureusement, et c'est le Lou Box Top de So DIY. C'est une maison de couture, de patron, en Nouvelle-Zélande si je ne m'abuse, ou Australie, enfin par là quoi. C'est pas anglais, ça je sais. Et donc voilà, et c'est un patron qui est vraiment très très simple en fait. Bon, il y a plusieurs options en fait, où vous avez, vous pouvez mettre l'un ou l'autre des cols, des options d'encolure et des options pour le bas du t-shirt aussi. Moi au final j'ai fait une seule fois celui-ci. Alors déjà le col profond, moi je suis pas fan, donc j'ai toujours fait le col là. Et j'ai fait une fois avec le bas arrondi, mais en général c'est celui-là sans la petite poche, le de base de chez De Base. Et c'est vraiment super simple parce que vous avez vraiment trois pièces vraiment dans le patron, le devant, le dos et une bande de tissu que vous allez plier enfin un peu en biais pour faire l'encolure. Et puis voilà, donc même si le patron est en anglais, c'est vraiment tellement de la couture de base. Si vous savez plus ou moins monter vos encolures avec un biais, ou même en suivant un tuto en français de n'importe qui d'autre, franchement voilà quoi. C'est super simple. Et donc voilà, donc j'avais ces coupons de jersey, je disais. Chez moi, le premier était un coupon de jersey blanc. Et en fait, c'est un peu le gros fail de la couture, parce que ce coupon de jersey blanc, en fait, était un drap housse donc en jersey que j'avais chez moi, mais en fait qui va pas sur mon matelas. Et donc ça fait un moment que je traînais, je m'étais dit ben ouais, pourquoi pas le transformer en t-shirt blanc, parce qu'on a tous besoin d'un t-shirt blanc. Sauf que deux choses qui font que ça gros fail. Le tissu est trop fin. Le jersey est trop fin et très transparent. Je vais vous montrer par rapport à... Donc on voit pas bien là, mais enfin si quand même, on voit. Mais surtout par rapport, vous voyez là où c'est donc le tissu est doublé, où ça va. Le tissu en couche, enfin en épaisseur simple, c'est vraiment transparent. Vous voyez là. Donc voilà, donc ça déjà j'étais pas fan quand j'ai commencé à le coudre et à le passer, et que voilà c'était un peu... J'avais même pas besoin d'eau pour gagner au t-shirt au concours du t-shirt mouillé, hein, on va être d'accord. Et le deuxième truc, c'est que aussi j'ai réussi à coudre. Mais alors là, je vais pas vous le montrer parce que moi je le vois, mais ça va être très dur à voir à la caméra. C'est que j'ai réussi à coudre le dos du côté endroit au devant du côté envers. Donc au lieu de faire endroit sur endroit, j'ai fait envers sur endroit. Et bon, du coup les tissus, on voit le sens du fil n'est pas du tout. Alors je sais pas du tout si on va voir. Ouais, à mon avis c'est pas, on voit pas vraiment. Moi je le vois. Enfin ouais, et du coup ouais, enfin c'est bizarre. Et puis aussi, du coup, j'ai un peu foiré l'encolure. Donc, il y a plusieurs options pour mettre le biais, ou de le faire passer à l'extérieur, ou de le faire passer à l'intérieur, ou de le faire... je vais vous montrer de la façon dont je l'ai fait dans les autres t-shirts.
Et là j'avais décidé de le faire passer à l'extérieur, mais je me suis complètement foirée, donc du coup faudrait, ouais, peut-être à la limite que je rajoute une bande de couture, mais je l'ai faite trop haute en fait, et du coup ça rebique. Et j'avais tout l'excès de tissu en fait qui dépassait. J'ai un peu coupé, mais c'est vraiment pas propre, c'est vraiment pas joli. Et puis voilà, vous voyez la différence de transparence et d'opacité entre là où c'est doublé voire triplé de tissu et juste l'épaisseur simple. Enfin, c'est vraiment pas ça du tout. Donc voilà, c'était un coup d'essai pour rien, mais je sais pas, peut-être que je vais juste faire du zigzag sur les coutures, enfin là où le tissu est coupé aux manches et en bas, au lieu de faire des ourlets propres, et je vais le passer un coup de teinture peut-être, et je m'en servirai comme pyjama, pourquoi pas. Donc voilà, l'autre coupon de tissu que j'avais est noir et c'est celui que je porte, donc du coup je vais pouvoir vous montrer un peu proprement ce t-shirt. Donc voilà, vous voyez, là c'est vraiment un t-shirt de base. Comme je vous dis, il n'y a que la pièce du devant, la pièce du derrière. Les manches, il est tellement large qu'au final c'est voilà, c'est un boxy en fait. Que si je rajoutais des manches, ce serait des manches tombantes. Je pourrais le faire d'ailleurs pour l'hiver. Et voilà donc les options de col, et je vais vous montrer ça sur le troisième. J'en ai un troisième. Donc voilà. Et donc ce tissu noir, c'est le numéro, c'est mon Lookbox Top numéro 8, celui-ci. Et le Lookbox Top numéro 9, je ne compte pas le blanc, il compte pas, hein, on est d'accord, hein, c'est le 8 bis, mais d'avant le numéro 8. Et le numéro 9 qui est donc dans un tissu jersey kaki. Et c'est exactement le même que le noir, j'ai fait les mêmes. Les deux tissus viennent d'un magasin qui s'appelle Boys, qui est une espèce de... pas une espèce, c'est une chaîne de magasins, mais qui n'existe que dans le Yorkshire. Et qui a vraiment un chouette rayon mercerie. Moi je sais que, enfin j'en ai deux sur York, et c'est là que je vais à l'un ou à l'autre pour aller acheter mes fils et mes accessoires de machine à coudre, et de temps en temps les accessoires de tricot, quoique c'est assez classique, et c'est très les laines acryliques pour les gens qui veulent faire des couvertures Granny Square pour leur bébé quoi. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de problème. Les trucs, des fois, c'est pratique justement d'avoir ça pas loin. Mais niveau couture, ouais, par contre, c'est super. Et ils ont un rayon tissu aussi, qui est assez petit, mais de temps à autre, il y a vraiment des chouettes affaires à faire et des chouettes trucs à trouver. Donc les deux viennent de Boys. Le noir, ça fait un moment que je l'ai dans mon stock, mais je sais que je l'ai acheté là-bas. Je sais plus du tout quelle est la qualité de ce jersey, mais c'est un jersey assez simple qui est quand même de bonne tenue, hein, mais basique. Par contre le kaki est un jersey plus lourd. Je pense que, je sais pas si vous le voyez au tombé, c'est un Ponte de Roma. Qui est donc bien plus épais, donc ouais, là c'est vrai qu'en plein été c'était limite, mais je pense qu'en mi-saison, là quand ça a commencé à se rafraîchir, ça va être bien sympa. Et là par contre je peux vous le dire, alors c'est un tissu qui était en largeur 150 cm et était à 6 livres le mètre. Je vais juste regarder la conversion vite fait. Donc 6 livres sterling le mètre, c'est à peu près un petit peu plus de 6,50 € le mètre. Et en fait à la base, j'ai pas fait attention qu'il était vraiment large en 150, je pensais qu'il était normal, donc j'avais pris 1,50 m pour être confortable, parce que il est quand même, c'est quand même des grosses pièces, et coupé sur le pli, et donc du coup, enfin en général je prends 1,20 m, je sais que j'utilise quand même pas mal de tissu, plus les pièces de biais aussi qu'il faut mettre dedans. Et du coup j'avais pris 1,50 m, et franchement j'en ai utilisé que la moitié. Du coup j'ai plié en enveloppe un peu.
Bougnette! Oui, mon chat! Il y a Bougnette qui veut venir. Allez, viens! J'ai le chat qui miaule à la fenêtre. Et donc je disais quoi? Oui, je l'ai plié donc au final les deux bords vers le milieu et j'ai pu couper 2 pièces côte à côte en fait sur le pli et du coup j'en ai utilisé que la moitié, donc au final je me retrouve avec un t-shirt qui m'a coûté peut-être ouais je sais pas, même pas. Ah oui si, ouais genre dans les 5 €. 5-6 €, ah vraiment à tout péter quoi, j'ai pris 1,50 m donc ça m'a coûté quoi, 10 €, ouais voilà 5 € par là, donc c'est vraiment chouette, je suis vraiment contente. Juste pour vous dire, ça va mon chat, ça y est, tu viens? Non? Bon. Que le patron, j'ai dû le rallonger, le t-shirt je l'ai rallongé de à peu près 5 cm, 2 pouces. Voilà, et du coup je vous le remontre encore, il me tombe à peu près au milieu des hanches là. Donc voilà pour le premier, les premiers éléments de ma tenue d'été. Voilà. Et me voilà revenue dans ma tenue précédente qui, soit dit en passant, est un look box top. C'était le numéro, celui-là c'est le numéro 4. Et c'est celui qui a le bas en arrondi. Bref, passons à la chose suivante dans ma garde-robe, qui est une jupe. Alors je vais vous montrer la jupe d'abord et je vous en reparle après. Voilà, je vais juste baisser le tchitchou pour éviter que ça rentre tout dans le cadre sans faire tomber la planche à repasser, ce serait pas mal. Donc voilà, jupe toute simple avec espèce de ceinture, en anglais on dit paper bag, enfin voilà un truc à coulisses quoi, mais il y a un élastique derrière aussi. Hop, hop, revenons, hop là, coucou. Donc voilà, en fait ce patron vient de mon abonnement au magazine Seamwork. Je vous en ai parlé déjà, c'est Seamwork, c'est les gens qui sont derrière Colette Patterns, une compagnie américaine donc. Moi je suis abonnée depuis un moment, donc pour genre 6-7 € par mois. Je reçois tous les mois un petit magazine avec 2 patrons et des petits bonus. Les patrons sont dispo hors abonnement, mais pas les pièces bonus. Et là, c'est du coup là où je veux en venir, parce que le patron donc est à la base le patron d'une paire de shorts qui s'appelle le Miller Shorts. Shorts Miller. Donc voilà, donc ça c'est le patron que vous pouvez acheter sans abonnement. Et moi du coup en étant abonnée, j'ai eu les pièces bonus pour avoir la jupe à la place du short. Bon alors après, comment vous dire, tourner un patron de paire de shorts en jupe, c'est pas non plus la mer à boire. Donc oui, j'ai fait la grosse flemmasse et moi j'ai imprimé mes papiers pour faire la jupe. Bon bah c'est comme ça hein, voilà. Et j'ai suivi les instructions sans me prendre la tête. Donc voilà, en fait les pièces bonus c'est vraiment juste le devant de la jupe, le dos de la jupe, il n'y a même pas, enfin voilà, c'est juste 2 pièces presque carrées mais pas vraiment. Et après sur le patron du short on va prendre la bande de ceinture, la ceinture, les poches et tout ça. Et donc voilà.
Modification, donc le Seamwork dans lequel c'est disponible, c'est celui de juillet 2019 et c'est vraiment très très rare que je fasse quelque chose qui soit un patron qui soit si nouveau en fait, si récent. En général ça me cogite dans la tête et puis là en fait quand le patron est sorti et surtout quand j'ai vu qu'ils avaient fait les pièces pour transformer en jupe, j'ai trouvé ça super sympa pour l'été. Et j'avais un tissu que j'avais acheté, j'aimais bien, mais je pensais plutôt me faire un top ou quelque chose avec. Et en fait, je m'étais dit, ouais, ça va aller super bien. Donc, j'ai fait ça. Le tissu en question, c'est, avant de revenir sur modification finale, je parlais du tissu, c'est du Merchant Mills. Je vous montre le petit échantillon que j'ai collé sur mon cahier. Les beaux tissus Merchant Mills, c'est un tissu ICAT. Dont le coloris s'appelle Mountain Sunrise. ICAT, c'est une méthode de tissage et de teinture pour celles qui vous posez la question, où en fait, je lis mes petites notes. Le fil de trame est teint avec les couleurs et les répétitions avec les distances par laquelle quand ça va être tissé pour que ça forme les motifs en fait. Donc c'est genre 2 cm de rouge, 4 cm de noir, 2 cm de jaune et tout ça, que quand une fois qu'ils tissent ça, et ben les motifs vont apparaître au lieu d'avoir 1 milliard de fils ou de teindre le tissu après qu'il soit tissé. Comme par exemple le tie and dye ou le batik qui sont teints après être tissés avec d'autres différentes techniques de teinture aussi, mais voilà. Plus ou moins pour vous donner une idée, donc c'est donc la méthode de tissage et de teinture et la relation entre les deux qui est particulière à ce tissu. Donc c'est un tissu ICAT, c'est un coton, hein, sinon à la base, un coton léger. Qui m'a coûté 12 livres au mètre, donc on va dire 14 €, allez, peut-être. Et j'utilisais, je pense, ouais, quand même pour... C'est un tissu qui est pas très très large. Et vu les pièces, bon moi je pense que j'ai utilisé peut-être 1,50 m, je pense, peut-être par là. Il me reste pas des masses. Hein. Donc, ou 1,20 m si j'en avais pris 1,50 m, je sais plus trop combien j'en avais pris au final. Bon. Voilà. Et donc les modifications, j'ai cousu une taille 16 qui est du 44 ou du 40, ouais 44 je pense. Moi en général je fais du 42 pour les jupes et les pantalons, et là j'avais voulu qu'ils soient un peu plus larges parce que le patron tombe bien à la taille, est quand même assez serré sur la taille, il remonte assez haut. Et moi j'avais envie qu'il me descende un peu plus bas pour se reposer sur mes hanches. Et donc du coup je m'étais dit bon bah en fait je vais juste le faire un peu plus large, la taille un peu plus large. De toute façon c'est entre la ceinture qui coulisse et tout ça, ce sera pas un problème pour ajuster une fois que voilà quoi, si c'est un petit peu trop large. Limite je préférais que ce soit un petit peu trop large que trop serré et que ça allait me remonter sur le ventre. Donc voilà, et en fait c'est nickel quoi, au niveau de taille ça tombe parfaitement là où je veux. Et aussi j'ai rajouté 6 cm de longueur, c'est pas mal beaucoup, mais c'est vrai que le patron est vraiment très très court. Là vous voyez la minette sur le patron du short, donc il faut dire les tailles du short et de la jupe c'est les mêmes hein, en fait, c'est juste il n'y a pas d'entrejambe en fait hein. Vous voyez ça lui remonte quand même assez haut et c'est vraiment super, enfin pour moi c'est court, moi j'aime bien quand ça me tombe au niveau du genou, les choses. Donc voilà, j'ai rajouté 6 cm et encore une fois franchement c'est pile poil comme il faut. Voilà pour le Seamworks. Donc oui, construction quand même, c'est une couture assez facile, le patron est en anglais seulement encore. Mais c'est assez facile. Il y a des poches aussi, c'est bien. Il y a des poches et la ceinture est à coulisses, mais il y a en fait
il y a un élastique entre deux bouts de tissu, de ceinture de tissu. Et une fois que vous avez passé, vous savez, avec l'épingle à nourrice, tout le tour, faut sécuriser l'élastique là où il y a les coutures de côté. On fait une couture pour que du coup l'élastique il tienne en place tout le long du dos. Genre tout là c'est de l'élastique en fait. Et là c'est il y a une petite surcouture pour il est où le truc là pour tenir l'élastique, et du coup tout là c'est la ceinture en tissu. Donc voilà, mais franchement c'est pas mal du coup. Moi je trouve que ça tient bien, c'est cool. Et aussi là où je suis plutôt fière de moi, c'est quand même que je me suis pas mal démerdée pour les motifs, les coordonnées, que ce soit pas trop en quinconce et décalé. Franchement, une bonne petite jupe que j'ai bien portée ma semaine à Marseille. Ça m'a vraiment sympa, et je pense que je vais la porter un peu plus là. Ça va être quand les jours frais reviennent, avec une petite paire de collants ou avec ou même avec des collants opaques. Franchement ça peut être pas mal pour la mi-saison. Peut-être pas en plein hiver, le tissu est un petit peu trop fin, mais en mi-saison ça peut être sympa. Voilà. Et justement, en parlant de mi-saison, je vais vous présenter, donc là c'est bon, c'est tout ce que j'ai réussi à coudre avant de partir pour Marseille. Et en rentrant, là il y a genre 2-3 jours, j'ai cousu super rapidement aussi. Franchement, j'adore. Hein. Je deviens forte à ça, moi. Je me suis cousu un gilet, le gilet qui n'a pas de forme. Évidemment qu'il n'a pas de forme, je ne sais jamais où est le haut du bas. Et j'en ai marre de ces espèces de monstres, des papillons qui me virevoltent trop près de la fenêtre là, et de coin de l'œil, ça me surprend. Et donc voilà, donc je m'étais dit, et du coup c'est un truc qui va aller super bien avec ma jupe. Parce que vous voyez un peu, ça rappelle un peu le rouge framboise, quoi. Bon, c'est pas vraiment le même rouge, mais bon, c'est pas mal. Oh, c'est ça, voilà. Voilà, ça comme ça. Donc voilà, et en fait, attendez, je vais un peu me reculer en fait. Voilà, j'aime bien porter, là je trouve qu'il est pas mal avec les manches retroussées. C'est sympa. Donc voilà le gilet qui n'a absolument pas de forme. Donc voilà, mais ça me dérange pas. C'est super confortable. Quoi vous dire là-dessus? J'ai attrapé le patron dans un vieux, pas plus ou moins vieux, magazine chez ma mère. Et en fait, j'avais tracé les pièces de patron directement chez elle, quoi, en fait. Donc, j'étais rentrée chez moi avec ma petite photocopie du patron, avec les instructions. Après, j'ai rajouté des dessins dessus pour moins me perdre. Parce que les instructions, comment vous dire... il y a beaucoup de texte et très peu de ponctuation. Du coup, moi j'ai du mal. Enfin, qu'il n'y a pas de pause dans les phrases, c'est un peu dur. Donc du coup, j'y suis allée pas mal à l'impro. Et donc voilà, donc j'étais rentrée chez moi avec ma petite photocopie et mes pièces de patron que j'avais tracées. Bon, après, je les avais coupées vraiment mieux ici, quoi. Mais bon, bref. Donc voilà, donc je peux vous dire ni d'où le patron vient, parce que je ne sais pas du tout de quel magazine, ni quelle taille j'ai fait. Voilà. Et le tissu, c'est un tissu que j'ai vraiment depuis au moins 3-4 ans, que j'ai acheté au site internet de Fabworks Mill Shop, qui est en fait un gros magasin de tissus qui est dans le Yorkshire, mais où je ne suis jamais allée. C'est quand même... Yorkshire, c'est très grand. Qui est à Dewsbury, si je ne m'abuse. Donc voilà, et en fait j'étais attirée par la couleur, beaucoup d'espèces de bordeaux là, franchement chouette.
Il paraît très vif là, comme je le vois sur mon écran de l'appareil photo. Il est quand même moins pétant, quoi. Il est moins dans ta gueule. Mais voilà, j'étais attirée par la couleur et puis et en fait j'étais un petit peu déçue quand le tissu est arrivé parce que vous voyez c'est un jersey un peu piqué. Voilà, un peu piqué comme les tissus pour les polos, vous voyez. Seulement que moi les polos, j'ai jamais aimé ça. Quand j'étais petite, franchement, vraiment, j'aimais pas porter les polos, à part juste un qui était blanc avec des petits cœurs couleur mentalo, que j'aimais bien, mais c'était vraiment le seul que à la limite je tolérais parce que tous les autres, j'aimais pas la sensation du tissu, et puis j'aimais pas quoi. Et donc du coup, quand le tissu est arrivé, que j'ai vu c'était un tissu comme ça piqué, je dis oh bah zut alors, enfin voilà, j'avais pas trop envie de coudre avec, de me faire des choses avec. Et en fait, quand j'étais chez ma mère et que j'ai vu, en feuilletant ces magazines, j'ai vu ce gilet-là, je me dis, oh oui, ça peut être sympa, j'ai quoi comme jersey à la maison, machin. Et je me suis rappelé de ce tissu, je me suis dit, ben tiens, ça pourrait peut-être faire l'affaire, un truc qui paye pas de mine. Voilà, on dirait, c'est peut-être un truc qui va rien donner au final, entre le patron qui est limite tellement simple, plus simple tu peux pas, et le... Enfin voilà, je m'étais dit, ben, pourquoi pas se lancer et essayer comme ça. Et puis au final, franchement, je pense que j'étais tellement partie sans aucune attente du résultat qu'au final, je suis assez contente de ce que ça donne et je pense que oui, je vais le porter avec plaisir au final. Et donc voilà, donc oui, comme je vous disais, les explications sur le patron, c'est un peu du charabia. J'ai eu il y a des moments où j'ai vraiment du mal à comprendre de quel bord de couture, enfin de quel bord de tissu il parlait. Je suis d'en haut, je suis d'en bas. Enfin, c'était pas génial. Donc j'ai un peu fait au feeling, d'où les petits pointillés et les petites flèches pour me dire dans quel sens faut plier mon machin, quoi. Et voilà, et donc en fait la pièce du dos est sur le pli du tissu, donc en une pièce. Et en fait donc j'ai commencé, ce que j'ai fait de base, c'est que j'ai cousu ma pièce de dos avec mes deux devants. Et je l'ai passé pour voir à peu près comment ça donnait. Et ouais, c'était grand parce que les pièces sur papier, elles ont l'air immenses, quoi. Une fois que j'avais coupé mon tissu, je me suis dit, mon Dieu, quoi, c'est une cape. Pour de vrai. Et en fait, ouais, je l'ai passé, c'était limite. J'ai rajouté les poignets, je l'ai mis, je me dis, en fait, les poignets, ça donne un peu de tenue du coup au corps. Et là, le dos était vraiment juste beaucoup trop lâche. Ça tombait vraiment pas génial, quoi. Les épaules étaient un peu, je sais plus si ça tombait du coup vers l'avant ou un peu trop vers l'arrière. Enfin, c'était pas top, quoi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon dos, j'ai pris mon gilet, je l'ai plié en deux, devant sur devant, et là imaginez donc que c'est juste plié, hein, c'est pas coupé, et du coup j'ai fait une ligne de couture à 2 cm de marge de couture tout au long du dos droite, et après j'ai coupé au milieu de la marge de couture et j'ai fait la finition, et du coup j'ai ma couture de milieu dos. Donc du coup j'ai enlevé 4 cm, peut-être un peu plus de tissu là, et franchement ça va quand même beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, ça tombe plus sur les épaules. Du coup je pense que ça tombait trop vers l'avant et que ça tombe mieux sur les épaules, et peut-être que la couture du dos aussi donne un peu de solidité à la pièce du dos au lieu que ce soit tout mou. Et du coup le tombé est un petit peu meilleur, je pense. Donc voilà, ça c'était pas mal. Et aussi, alors après l'autre truc, alors là c'est vraiment à l'impro total. Et j'ai un autre gilet qui est à peu près dans la même forme, qui n'a pas de forme, que j'avais acheté dans une boutique de vêtements, quoi, mais que j'ai depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. C'est pour ça quand j'ai vu celui-là, je me suis dit chouette, j'aime beaucoup cette forme. Je peux me refaire des gilets comme l'autre noir que j'ai à la maison. Et en fait, vous voyez l'espèce de bande d'encolure là sur la photo, je sais pas si on va voir
un peu bien. Donc on n'arrive pas, moi j'arrive pas à voir un peu bien. Mais sur le schéma, c'est pas... C'est un peu bizarre, on voit pas trop s'il faut arrêter la bande... donc, enfin, l'espèce de bande de colle, quoi. Si ça s'arrête et qu'après il faut faire un ourlet, les indications, pas trop. Bref, c'est un peu compliqué. Donc, basé sur moi, mon gilet que j'ai déjà, au final, j'ai coupé la bande de la largeur dont le patron me dit, donc c'est 12 cm. Mais en fait, j'ai mesuré la circonférence de mon gilet, pardon. Puis j'ai enlevé un petit peu, genre même pas 10 cm au final, enfin moi j'ai enlevé un petit peu. Et puis j'ai fait, ouais, et puis après donc du coup au final je l'ai cousu tout le tour. Ça fait tout le tour du truc. Et franchement, voilà quoi. Franchement mes coutures sont pas dégueulasses. Ça va, je m'en suis quand même plutôt bien sortie. Et donc voilà, donc après niveau du porté, je pense que ouais, j'aime bien retrousser. Et ce qu'il va falloir m'habituer, c'est d'espèce d'arrondi là, c'est pas... Enfin, voilà quoi, à mon avis, hein, va falloir le porter pour que ça se relâche un petit peu, hein, que je prenne l'habitude. Mais je pense que ça m'avait fait ça sur celui que j'avais acheté en magasin jusqu'à ce qu'il passe à la machine quelques fois et qu'au final, au final ça pose plus de problème. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous raconter niveau couture. Et ben voilà, donc du coup voilà, l'été approche à sa fin et ben, on va commencer à planifier les tricots et les cousettes de l'automne. Alors je sais pas si vous êtes aussi excitée que moi, mais moi franchement j'ai bien hâte et j'ai envie de me coudre un milliard de robes et de t-shirts et de sweatshirts et de me tricoter un milliard de gilets, et de châles et de pulls. Mais bon, bien sûr, entre les rêves et la réalité, attention. Hein. Mais bon, on va voir où ça nous mène. Ben donc du coup, en attendant le prochain épisode qui sera... plus ou moins dans un mois, peut-être un peu plus d'un mois pour le prochain. Parce que j'ai pas mal de choses sur le feu pour la fin septembre et début octobre, donc le temps que j'enregistre et que je monte tout ça, sachant que je suis en vadrouille, donc ça va, voilà, ça va venir un petit peu plus tard. Mais bon, normalement ça devrait être quelque chose de super sympa. Bon bah en attendant du coup bah comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, bah, laissez-moi un commentaire si ça vous enchante, donnez-moi un petit coup de pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne pour justement savoir quand ce prochain épisode sortira. Merci encore de m'avoir regardé et de me suivre. Si vous avez envie de me suivre, mes aventures d'ici là, bah, les réseaux sociaux, hein, voilà, surtout Instagram. Et bien, puis en attendant, bah, je vous dis à très bientôt et puis bonne création.